Mesdames et messieurs, bonsoir. Les réseaux sociaux permettent à tout citoyen de communiquer librement, de publier des contenus de son choix et de les partager avec d'autres utilisateurs du réseau. Depuis donc quelques années, ils ont révolutionné l'industrie des médias et les modes de communication en offrant aux citoyens et à la société civile un support d'expression directe. Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat ou encore WhatsApp. Comment le contrôler? La réponse dans quelques instants dans Ça fait l'actualité. Je vous le disais il y a quelques instants, ils ont donc bousculé les habitudes de communication, les réseaux sociaux, puisque de cela qu'il s'agit. Je vous invite à regarder ce reportage réalisé par David Soyo. Depuis l'apparition d'Internet, les réseaux sociaux sont presque devenus incontournables. Des plus jeunes aux plus âgés, la majorité semble être de plus en plus accro. Ces adeptes du méta postent tout et disent tout sans embâche. La liberté d'expression prend tout son sens, mais dérange parfois et perturbe même l'équilibre social. L'opinion publique est également partagée sur le comportement des internautes sur les réseaux sociaux. On ne doit pas tout dire sur les réseaux sociaux. C'est la télévision universelle à tous, puisque c'est là-bas que tout le monde s'exprime. Mais il y a la vie privée. Il y a la vie privée qu'on doit garder parce que ces réseaux-là sont suivis par les enfants. Quand je parle des enfants, des mineurs, qui souvent prennent les téléphones de leurs parents pour utiliser. Mais si on doit tout dire, est-ce qu'on fait attention à ces enfants-là qui ont un avenir, qui ne savent pas souvent certaines choses, mais qui pratiquent ces choses-là parce qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux? On peut tout dire, mais il y a des pays qui sont réticents. L'homme a le droit de s'exprimer, mais de dire ce qu'il pense. Ouais. Je crois que c'est comme ça que je vois les choses. La liberté d'expression. Bon. On a le droit de dire des choses, même pour moi, pour ma part, ce n'est pas tout qu'il faut dire. Parce que ça peut aller contre vous. Selon les spécialistes, la multiplication des réseaux sociaux pourrait engendrer une batterie d'incidents si rien n'est fait pour encadrer le milieu, ce qui va assurément impacter la société. Docteur Sidiki Bamba nous accompagne sur ce plateau pour aborder le sujet. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université Félix-Houphouët de Cocody. Vos sujets de recherche portent sur la démocratie, à l'épreuve de la propagande des partis politiques, mais également sur les techniques de manipulation dans les médias et enfin la prise de parole via les réseaux sociaux numériques. Tout à fait. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Alors, on part pour la première question. Une nouvelle loi vise les sites d'information générale et spécialisés. Elle devrait freiner les termes xénophobes, haineux et injurieux qui y sont constamment véhiculés. Comme le prévoit l'article 26 de ce projet de loi, elle s'appliquera en premier au directeur de publication qui sera civilement responsable de ses commentaires sous les articles en ligne. Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle loi? Oui, la lecture, c'est que nous sommes dans une société. Il va de soi que tout ceci doit être régi par des lois. Donc il va de soi que ceux surtout qui sont appelés à être les médiateurs de l'information, que sont les journalistes, doivent être bien encadrés. Leur métier a besoin de beaucoup de responsabilités. Ils en sont conscients eux-mêmes parce qu'ils en parlent en termes d'éthique et de déontologie. Ils en parlent dans des documents, ils font des séminaires. Donc aussi, il y a une loi qui vient pour réguler encore mieux cette situation. Je crois que cela va de soi. Et surtout que nous sommes dans un nouveau domaine, dans la mesure où on quitte, disons, la vie normale pour la vie virtuelle. Donc, nous ne sommes pas habitués à une façon de faire. Et les réseaux sociaux, sinon Internet dans sa généralité, sinon spécifiquement le web, a permis de créer une très grande liberté. Et cette liberté-là, si elle n'est pas contrôlée, elle risque de faire mal. Alors, comment on en arrive à tenir pour responsable le directeur de publication pour un commentaire qu'il n'a pas suggéré lui-même? Oui, le commentaire qu'il n'a pas suggéré, ça dépend qui commente. Est-ce le journaliste ou est-ce l'internaute? Ce sont les internautes qui commentent, bien entendu. Très bien. Si les internautes commentent l'information, il va de sorte qu'il y a une traçabilité. Cette traçabilité ne saurait incomber au journaliste, sauf si le journaliste lui-même a eu un acte tendancieux
qui a suscité ce genre de débat. Donc, à partir de ce moment, il devient la source primaire. Et cette source primaire-là, c'est elle qui est condamnable. Voilà, pas la source secondaire. Si vous faites un article et que votre article amène à une sorte de haine de l'autre et que dans votre façon de rapporter l'information, de faire votre reportage, vous amenez les gens à des commentaires tendancieux, il va de soi que si condamnation il y a, vous êtes celui qui est le premier à être condamné. Alors, la loi rappelle que tout manquement est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 40 millions de francs CFA. Doit-on payer si cher pour une faute qui ne nous incombe pas forcément parfois? Moi, je crois que, évidemment, dans le domaine judiciaire, il y a les avocats qui viendront, je crois, à mon sens, défendre celui qui est incriminé. On ne va pas tout de suite lui demander de payer l'amende. C'est qu'à la faveur des démonstrations qui se feraient forcément devant un tribunal, voilà, si il est reconnu coupable, c'est-à-dire le journaliste et l'organe, c'est à partir de ce moment que la sanction est applicable. Je pense qu'avant qu'on y arrive, il y a toute une procédure à suivre. Maintenant, quant au montant qui a été imposé... 40 millions de francs CFA. C'est la loi. Quand on connaît le secteur de la presse qui n'est pas forcément pourvu financièrement. Oui, bon, là, c'est un autre débat. Les entreprises de la presse en Côte d'Ivoire battent de l'aile, pas parce qu'il y a des lois contre elles. Voilà, je pense que le fait que le secteur ne marche pas, il y a bien d'autres raisons qui participent à expliquer le fait que cette presse, ces organes ne marchent pas. Donc, on ne peut pas prétester que parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que les entreprises de presse ont des difficultés, à partir de ce moment, les amendes doivent être moindres. Alors que là, ici, on est dans l'exemplarité. La loi, elle est impersonnelle. Et quand elle fixe des montants, c'est le législateur à faire. Et je crois que les magistrats apprécieront, en fonction du contexte, ce qu'il faut faire. Alors, puisqu'on parle d'argent, justement, selon un ancien journaliste, aujourd'hui député de la Nation, imputer la faute au directeur de publication est une porte ouverte à tous les abus. Je vais plus loin. L'honorable Antoine Assalé Tiomoko rappelle qu'il reviendrait à aggraver la charge du site Internet. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est... L'honorable Assalé Tiomoko fait partie, je crois qu'il est journaliste. Ouais, il a quand même géré, sinon je ne sais pas s'il continue de gérer un organe de presse. Donc il parle, disons, en connaissance de cause. À partir de ce moment, que dire de sa remarque? Sa remarque est celle d'un sachant. Donc sans y souscrire forcément, je me dis qu'il connaît mieux le domaine que moi. Donc ce qu'il dit, peut-être vrai. Mais à mon sens, venir charger les entreprises de presse, je dis non. C'est en fait les amener à plus de responsabilités et à comprendre qu'ils sont passibles d'amende au cas où ils participaient sans peut-être... je ne peux pas dire sans le vouloir parce que quand on est journaliste, on prend toutes les précautions. Quand on a un organe, on prend toutes les précautions pour faire bien son travail, pour ne pas être... voilà, devant les tribunaux ou être sanctionné même par vos organes de régulation, d'autorégulation. Alors, ce nouveau projet de loi ouvre la porte à notre sujet du jour. Aujourd'hui, les conditions générales d'utilisation sont les mêmes pour tout le monde, ou presque. Il suffit d'avoir un smartphone, une connexion à Internet, le tour est joué. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui définitivement que le monde virtuel qui nous entoure est démocratisé? Oh non, j'aime pas trop ce mot-là. Moi, je préfère vulgariser. Parce que le mot démocratie, pour moi, est suffisamment chargé. Tout le monde n'y participe pas. Habituellement, quand on parle de ce genre de choses, on oublie qu'il y a une grande partie de la population qui n'arrive même pas à avoir un smartphone, encore moins à avoir des unités pour pouvoir aller sur les sites web et autres pour pouvoir surfer. Mais bon, rentrons dans la proportionnalité de ceux qui les utilisent. Que dire? Dans le monde virtuel, c'est une porte ouverte. Parce que je crois que une porte ouverte à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Parce que ceux qui ont pensé la chose ont pensé vraiment à la liberté totale. Liberté totale qui n'a cure de la philosophie, de la religion et de tout ce que vous savez du point de vue de la morale et de l'éthique. Mais ça nous étions dans les années 2000 quand on créait le web. Au fur et à mesure, on a constaté que ça a été la porte ouverte à la haine, des sites web récupérés par des groupes nazis et bien d'autres phénomènes dans nos différents pays pour divulguer vraiment des choses qui participaient à
en fait plomber la société, à créer une sorte de dissociation. Alors que l'objectif, c'est de créer un espace pacifié. Dès lors, tout le monde est en train de revenir à une forme de régulation. Et cette régulation n'a pas commencé par nous. Elle a commencé par les pays occidentaux qui sont plus utilisateurs que nous. À preuve, si aux États-Unis, un président de la République comme Trump a eu son compte Twitter supprimé, oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Il est président du pays qui se veut le plus démocratique. Dès lors, si lui-même n'est pas respectueux des thèmes du contrat, parce qu'il y a quand même des thèmes du contrat, même si ce n'est pas écrit, c'est tacite, vous voyez bien qu'il a été taxé, on a supprimé son compte Twitter. Donc il faut de la régulation. La démocratie n'exclut pas le respect des libertés, le respect des lois. Nulle part dans le monde, même dans le monde virtuel. Je rappelle pourtant que dès le départ, ces différents supports avaient un caractère ludique et social, mais de nos jours, ils sont d'usage multiple. Le régulateur n'a pas su très tôt encadrer la loi, on va dire ça? Oh non, je pense que c'était un nouvel outil qui apparaissait. On ne pouvait pas prévoir ni prédire ce qui devait arriver. On était encore dans notre sociabilité normale de tous les jours. Et là, nous allons dans le monde virtuel qui va nous créer encore d'autres problèmes. C'est comme le portable. Bon, le portable, c'est long. Je prends la télévision. Quand elle a été créée, au départ, il y avait des fonctionnalités, c'était pour des objectifs. Mais ces objectifs ont été totalement dépassés. Quand on prend aujourd'hui le portable, il n'a pas été créé pour qu'on y aille surfer, qu'on fasse des photos. Ça a été créé pour qu'on puisse s'appeler. Aujourd'hui, il y a plusieurs fonctionnalités qui rentrent en ligne. Ils sont venus se greffer. C'est greffé à la chose. Ouais. Dès le départ, on ne peut pas préjuger, encore présager de ce qui pourrait arriver. Mais avec le temps, des difficultés apparaissent. Et à partir de ce moment, on crée des lois pour réguler les choses. Pour prendre le cas de la Côte d'Ivoire de façon spécifique, on voit que le gouvernement ivoirien veut réguler les différents canaux. Quelle stratégie, selon vous, faut-il adopter en amont pour vérifier le contenu de ces services de messagerie et d'interaction? Oui, mais il faut aussi faire attention parce que à trop vouloir contrôler, on risque de censurer certaines choses. Mais justement, c'est ce qui est en cours. Non, c'est que nous sommes quand même, jusqu'à preuve de contraire, d'un pays de liberté et que la Constitution ivoirienne quand même institue cette liberté-là. Que se passe-t-il? Le citoyen internaute doit être suffisamment responsable, à mon avis, doit être au courant de ce qui se passe et doit connaître la loi dans son entièreté. Je voudrais demander, peut-être que ce n'est pas mon rôle, mais cette loi-là, elle doit être divulguée, elle doit être popularisée, elle doit être médiatisée suffisamment pour qu'on en ait conscience. Dans mes recherches, je constate que cette loi n'est pas nouvelle. À moins qu'il y ait une nouvelle, elle date de 2013, à moins qu'il y ait une nouvelle loi. Allez-y. Voilà, la loi de 2013, vous voyez bien que de 2013, ça fait 9 ans quand même que la loi existe. Sinon, les lois sur la cybercriminalité existent. Et en 9 ans, si on n'a pas pu, pouvoir pacifier l'espace, s'il y a des gens qui se sont laissés prendre à ce jeu de ne pas respecter les lois de la République, on peut toujours dire qu'il y a du travail à faire, qu'il faut faire prendre conscience aux gens de cette réalité-là. Et je ne pense pas que réguler pose problème. Je ne pense pas que ça participe à nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Parce que sans régulation aussi, nous entrons dans un monde anarchique. Rien ne sera comme avant, on ne pourra rien maîtriser et on verra que les choses ne seront pas. Ça reste tout de même un mode de régulation, on est d'accord. Alors, on voit qu'il est beaucoup plus complexe d'intervenir dans ces différents environnements dont les échanges sont de plus en plus cryptés. Quand on voit dans certaines applications, il y a le message qui apparaît. Alors, quelles sont les libertés de l'utilisateur vu qu'aujourd'hui, le législateur, comme par exemple l'État de Côte d'Ivoire, brandit déjà des menaces? Non, l'utilisateur n'a... Pour moi, j'en suis un, donc je vais continuer de l'utiliser dans les règles de la liberté que m'offre mon pays, les lois qui sont dans mon pays. Je ne peux pas quand même aller au-delà de ces lois. C'est vrai que le virtuel m'ouvre au monde entier. J'ai la possibilité de discuter avec des gens qui sont hors de ma frontière naturelle, à travers le monde, mais je dois aussi prendre conscience en tant que citoyen de mon pays et du monde qu'il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. Et en même temps, je voudrais que les internautes aient conscience que quand on décide de se mettre en avant dans une forte visibilité, de se filmer et de dire des choses, dès lors que nous le disons, nous donnons des preuves à ceux qui sont appelés à nous poursuivre demain de le faire. Donc que les gens aient conscience de cela. Donc se mettre en scène en se filmant, en décidant de dire des choses, même des citoyens lambda, on peut nous poursuivre devant les tribunaux.
et que nous sommes appelés à y répondre à partir des preuves que nous-mêmes, nous avons pu offrir à ceux qui sont appelés à nous condamner. Donc je crois que la responsabilité incombe aux citoyens. Pour qu'on en arrive là, c'est parce qu'il y a des dérives. Tant qu'il n'y en avait pas, je crois que personne ne parlait de tant de lois qu'on considérait comme répressives. Alors, face au phénomène qui ne semble pas du tout faiblir, faut-il aller plus loin en créant, par exemple, une police de l'Internet capable de vérifier les données en temps réel et d'arrêter les nouveaux types de criminels qui ne sont pas forcément les hackers qu'on connaissait avant? Oui, je crois que dans le cas de la Côte d'Ivoire, quand même, il y a eu 2 faits sociaux, si je ne m'abuse. Quelqu'un qui s'appelait le drone, qui a été arrêté. Voilà, parce que c'est grâce à ce contrôle-là que ça a été fait. Et suite un pasteur, je crois qu'il y a aussi un pasteur effectivement, qui a été pris en plein direct. En plein direct. Oui. Voilà des preuves pour dire qu'on ne peut pas laisser les choses se faire. Tant qu'on est sur le territoire national, il faut s'en méfier. Ceux qui sont encore hors de la Côte d'Ivoire peuvent s'adonner à certains jeux. C'est le droit le plus absolu. Mais quand on a des droits, c'est qu'on doit savoir que derrière, il y a des devoirs. Donc c'est comme ça que je pense la chose. Alors, faut-il créer une police de l'Internet? Oui, nécessairement. Il faut créer une police de l'Internet. Parce qu'au-delà de la haine, il y a des gens qui sont victimes de plusieurs types d'escroqueries. Il y a des serveurs au niveau de nos pays qui peuvent être attaqués, des serveurs même dans le domaine privé comme dans le domaine public. Il y a des grands fichiers en Côte d'Ivoire, fichiers de la fonction publique et bien d'autres fichiers qui peuvent être touchés par les hackers. Donc moi je pense qu'il faut créer cette police-là, c'est une nécessité. Tout le monde le fait, pourquoi on ne le ferait pas? C'est une nécessité. Alors, le 29 novembre dernier, le CESEC, le Conseil économique et social, a brandi un avis sur le sujet. Il s'inquiète de la migration des influenceuses, des influenceurs et des web humoristes d'Internet vers les plateaux de télévision, chose qu'on voit sur certaines télévisions depuis un bon moment. Alors, que pensez-vous de cette transhumance d'un nouveau genre? Oui, c'est un phénomène de mode. Oui, et quand il y a un phénomène de mode, évidemment, ça crée des avantages et des inconvénients. Les critiques sont normales, parce que c'est ce qui fait vivre véritablement une société. Mais en même temps, prenons le temps de voir les contours de la chose. Pourquoi en est-on arrivé là? Voilà. Il y a aussi cette question qu'on doit se poser. En même temps, brandir, à mon avis, ce qui a été fait, je trouve ça un peu excessif. Je pense que il doit nécessairement avoir une sorte de négociation, un terrain de négociation, mais on ne peut pas en imposer aux médias. Le média, quand il est créé, c'est d'abord une entreprise qui veut se faire de l'argent. Donc ce qui peut marcher, c'est ce que tout le monde fait. Moi, je crois que ça va s'épuiser rapidement, parce que évidemment, ceux qui ne sont pas formés pour un métier, à moins que ces personnes-là se forment au fur et à mesure pour avoir le coffre nécessaire qu'il faut, sinon ces personnes sont appelées à s'épuiser à la tâche dans la mesure où elles n'auront pas les armes nécessaires pour pouvoir faire vraiment le travail qui leur incombe. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Il faut leur permettre, il faut leur donner leur chance. Il faut leur permettre peut-être... Justement, en parlant des gens qui sont formés de ça, de plus en plus, on a lu sur les réseaux sociaux que certains étudiants qui sont allés dans des écoles de communication sont laissés sur le carreau au profit de ces web humoristes et de ces influenceurs. Très bien. Ça tient, ça me permet, nous sommes aujourd'hui dans l'atmosphère du football mondial, et je peux peut-être prendre mon exemple dans ce domaine-là. C'est comme les équipes nationales par rapport aux équipes locales. En équipe nationale, on n'a pas besoin d'un joueur amateur. On a besoin déjà de joueurs confirmés qui forment l'équipe nationale. Je crois que les médias, les télévisions en particulier, ont eu besoin de gens qui sont déjà populaires. Ils ne veulent pas, donc ils partent de l'influence, sinon de l'audience, je préfère parler de l'audience de ces personnes-là pour les récupérer, déjà pour avoir une forme de clientèle. Parce qu'on considère que la clientèle de ces gens sur les réseaux sociaux numériques, ce sera la même clientèle qui va les suivre. Voilà. Donc en les prenant, il y a déjà une part de marché, entre guillemets, qu'on gagne. Ensuite, on va greffer d'autres personnes qui vont y venir. C'est dans l'air du temps. Maintenant, les étudiants qui sortent des écoles de formation, il va de soi qu'ils vont faire également leur chemin de pouvoir arriver là. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas les laisser pour compte. Il faut quand même leur permettre de rentrer dans le circuit et pouvoir leur donner leur chance. Mais c'est seulement une décision de celui à qui appartient l'entreprise. À moins que l'État n'exige que pour tel travail, on puisse avoir tel type de diplôme. Dès lors, ce sera une obligation pour ceux qui ont des entreprises de presse
d'engager ces étudiants sortis avec les diplômes. Mais je crois que s'il y a diplomation dans un domaine, dans un pays comme le nôtre, il faut utiliser ceux et celles qui ont ces diplômes et ne pas seulement faire la part belle à des gens qui ont déjà une certaine audience dans un autre domaine. Alors, tout à l'heure, vous parliez de part de marché. Ces supports génèrent aussi des revenus pour leurs plus grands utilisateurs qui cumulent parfois des millions d'abonnés à travers le monde entier grâce à la monétisation des contenus publiés. Le choix de la publicité qui s'affiche ensuite sur ces différents supports n'est pas forcément contrôlé. Tout à l'heure, on l'a vu dans le reportage, il y a quelqu'un à qui on a donné la parole et qui a parlé du fait que les enfants sont parfois exposés. Réaction. Oui, tout le monde est exposé, non pas seulement les enfants. Voilà, il y a des gens qui se font prendre par des arnaques, on appelle cela l'hameçonnage. Voilà, et on peut leur dire qu'ils sont gagnants dans une loterie à laquelle ils n'ont jamais participé. Il y en a qui ne sont pas suffisamment futés, qui décident comme ça de mordre à la maison et puis se font avoir. Quant au contrôle des enfants, je crois que cela incombe à chaque famille de pouvoir faire le travail d'éducation qui lui incombe. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Personne n'est dans le lit de sa fille ou de son garçon à minuit ou 1h du matin en train de regarder ce qu'il fait avec son smartphone. C'est nous qui les achetons pour eux. Donc, on doit aussi être responsable de ce que nous faisons. À quel âge devons-nous leur donner ces bidules-là? Que dire? Je suis un père de famille. Est-ce que je fais bien en donnant un smartphone à mes enfants? Est-ce que je fais mal? Bon, c'est un problème de société. Je n'ai pas de réponse immédiate, mais je dis à nous de faire très attention et nous avons la possibilité chez nous quand même de contrôler ce que nos enfants regardent au moment où nous pouvons encore les contrôler. Et puis au-delà, bon, il y a des choses que nous ne pourrons jamais faire. Alors, mais s'il y a une bonne éducation à la base, je crois que c'est... Alors, sur le fait que ce support générait de l'argent, est-ce que le législateur doit forcément s'intéresser à ce détail-là? Oui, évidemment. Évidemment, tout ce qui génère de l'argent intéresse l'État. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait? La vidéo-verbalisation est là. En Côte d'Ivoire, oui, l'État a besoin d'argent et on ne peut pas, comme ça, prendre des plateformes et puis faire gratuitement de la publicité sans que l'État ait un regard là-dessus. Ça, c'est la prérogative de l'État. Il faut l'accepter. Nos parlementaires réagissent aujourd'hui, le gouvernement réagit. Pourtant, les mêmes personnes se retrouvent aussi sur ces mêmes plateformes. Est-ce qu'elles n'ont pas cédé au départ à la folie des likes, des tweets et des retweets? Oui, on peut le dire comme ça. Il faut une enquête très sérieuse pour arriver à le dire. Mais de façon empirique, on va dire oui, tout le monde s'est laissé aller. C'est dans l'air du temps, c'est la mode. On ne peut pas être hors de son champ historique. Nous sommes là-dedans, aujourd'hui on partage, aujourd'hui on like. Ne pas le faire, on serait quand même un extraterrestre, ce n'est pas possible. Tout le monde le fait et puis peut-être après, on mesure les conséquences des choses et puis on essaie d'y remédier. C'est ça aussi le rôle des législateurs. Docteur Bamba, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Quelle sera votre conclusion, si vous en avez? Oui. Oui, la conclusion, bon, ce n'est pas une conclusion véritablement conclusive, comme on le dit dans notre domaine. C'est toujours une sorte d'ouverture. Dans quelle mesure faut-il vraiment arriver à faire cette régulation-là? Je crois que chaque société a sa façon de fonctionner. Donc, il serait bon de regarder les réalités locales pour pouvoir nous faire des lois vraiment qui nous ressemblent et non faire des imitations qui, à la fin, seront un peu ridicules sur les bases. Mais en même temps, j'en viens à la responsabilité des internautes que nous sommes pour dire que chaque acte que nous posons en direct nous incombe à 100%. Mais de quelle façon, selon vous, chacun d'entre nous peut prendre sa responsabilité pour pouvoir justement éviter les débordements qu'on a constatés depuis quelques années déjà? Oui, cela dépend de chacun d'entre nous. Si vous décidez d'être dans le filon de la haine pour la haine, de ne pas pouvoir vous exprimer sans injurier les autres, de dire des contre-vérités, de diffuser des informations fausses. Si vous êtes incapable de le faire, sachez que vous aurez à vos trousses, en tout cas les magistrats, vous serez devant les tribunaux. Mais si vous êtes suffisamment responsable dans ce que vous dites et dans ce que vous faites, vous pouvez intervenir sur toutes les plateformes sans que cela ne pose problème. Il y a des gens qui sont bel et bien suivis parce qu'ils ont un langage bien aseptisé, ils analysent toutes les situations sans injurier qui que ce soit et ils sont respectables et respectueux des gens. Je crois qu'à partir de ce moment, ça incombe aux citoyens d'avoir la pleine conscience de sa responsabilité devant tout ce qu'il a appelé à faire.
Peut-être qu'il va falloir revoir les conditions générales d'utilisation aussi, pourquoi pas? Oui, ça se peut. Tout ce qui est possible, en tout cas, pour permettre que nous puissions bien utiliser les réseaux sociaux numériques et que nous sachions que c'est pour le bien de l'humanité et de tout le monde et non un outil de subversion. Justement, en ce qui concerne l'usage adéquat, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, vous qui en êtes un spécialiste, qui en ont fait un sujet de recherche? Oh, les questions, oui. Il y a plusieurs types de recherches. Je suis, moi, sur le versant de la communication. Donc, ce qui m'intéresse, c'est voir comment les gens prennent la parole sur les réseaux sociaux numériques, comment certains sont suivis, que vous appelez les influenceurs, parce que nous, la question se pose toujours, qui influence-t-il? Parce que est-ce qu'on a fait véritablement des enquêtes pour attester que X ou Y est un influenceur? Ça, c'est nos débats. Donc, pour moi, c'est comment prendre la parole et quel type de paroles on prend et qui sont ceux qui suivent ces paroles-là. C'est très important. En fait, on quitte un espace public, je veux dire physique, dans lequel nous sommes capables de débattre, pour aller sur un espace public virtuel, qui est un autre domaine où les avatars prennent le pas sur la réalité des uns et des autres. Tout ça, ce sont des questionnements on n'a pas encore fini de trouver des réponses parce qu'on fait des sortes d'enquêtes ciblées en fonction des domaines et surtout en fonction du sujet à débattre. Voilà, donc voilà à peu près ce que je fais. Ben, maintenant, de façon générale, qu'est-ce qu'il faut dire? Ben, pas grand-chose. Que si le citoyen en tant que tel, comme je l'ai dit tantôt, ce citoyen-là doit prendre entièrement conscience que c'est lui qui est le premier responsable, vu qu'on ne l'oblige pas à aller sur les réseaux sociaux numériques. Quand il décide d'avoir une page, on lui demande bien son identité, l'identité déclarative, il donne un nom, qu'il donne un faux nom ou pas, il s'engage. Et chaque fois que nous sommes sur les réseaux sociaux numériques, quel que soit les types de réseaux sociaux, il y a toujours cette question à la fin, est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas? Lorsqu'on clique que nous acceptons, dès lors, nous sommes responsables de ce que nous faisons. Justement, très souvent, l'utilisateur dont on parle ne prend même pas la peine de lire les conditions générales d'utilisation. Très bien. Qu'il clique déjà, c'est un véritable danger, on va dire. Voilà, donc ça nous incombe, c'est comme les notices des médicaments. C'est vrai, quand on finit de vous les prescrire, vous avez l'obligation de les lire pour au moins voir les effets secondaires. Et si ça ne vous va pas, vous ferez très attention pour prendre ce médicament. On se dit déjà que le médecin qui nous fait la prescription connaît déjà les effets secondaires. Et pourquoi donc prendre la peine de parcourir toutes ces recommandations? Très bien. Mais je connais, la confiance n'exclut pas le contrôle. Merci, docteur. Merci. Nous étions avec le docteur Sidiki Bamba, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ça fait l'actualité de ce jour est terminée. Merci de rester sur RTI et on se retrouve très certainement pour d'autres numéros.